Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Le Club, votre rendez-vous hebdomadaire avec le football chez nous en Afrique et un petit peu partout dans le monde. Au menu ce soir, un retour sur les compétitions africaines des clubs avec la Ligue des Champions pour le Wydad de Casablanca, la Coupe de la CAF, la Confédération africaine de football, avec des résultats mitigés pour les équipes marocaines, surtout en Coupe de la CAF. En Ligue des Champions, le Wydad de Casablanca est en phase de groupe. Il va affronter en déplacement en Afrique du Sud l'équipe des Mamelodi Sundowns après son large succès lors de la première journée face à la SEC Abidjan par 5-2. En Coupe de la CAF, le Raja tenant du titre, la Renaissance sportive de Berkane, l'Ittihad de Tanger, tous ces clubs avant tout faire, ou le Hassanieh d'Agadir, pour essayer de survivre dans cette compétition et atteindre justement cette phase de poule de cette compétition. On évoquera également la réunion de la FIFA, la Fédération internationale de football, à Marrakech pour étudier plein de sujets et notamment le projet d'une Coupe du Monde à 48 dès le Mondial 2022 au Qatar. La FIFA qui réfléchit également à la Coupe du Monde des clubs, essayer un petit peu de changer sa formule pour la rendre plus attrayante. Dans la seconde partie du club, on vous parlera bien sûr d'un sujet qu'on n'a pas évoqué depuis plusieurs mois, non juste plusieurs semaines, je rigole, la Liga. Et ça faisait longtemps. Et on aura, quand on parle de la Liga, on aura avec nous ce soir Frédéric Hermel depuis Madrid, la première ligue anglaise, toujours aussi passionnante, toujours aussi ouverte, avec bien sûr un débat sur la compétitivité qu'offre ce championnat, la première ligue anglaise. Et pour ne rien vous cacher, c'est un sujet proposé par Reda Alali. Bonsoir Reda. Bonsoir, c'est un menu très copieux. Je suis impatient de dérouler l'ensemble de ces sujets, mais je ne savais pas que l'émission était passée à 3 heures. Là, vous êtes capable de... Je suis prêt avec toi, il n'y a pas de problème. De nous parler on de fait tout ça. La Coupe de la CAF, la Liga, la Ligue ça sera exactement, ça sera notre défi. Lui, il n'a absolument rien proposé, tranquille. Mais il est venu. Comme toujours, il est venu, il est là. Amir Rahmouni, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir Jalal. C'est ça qui est effrayant, c'est qu'on en soit capable justement. Ça fait peur. De quoi? De rien proposer? Non, pas de rien proposer, de pouvoir... débattre, dégurgiter tout ça pendant 1 heure. Franchement, je suis curieux de voir la performance qu'il faut nous proposer ce soir. Et une en tant que maître de performance, cérémonie, bien sûr. Et vous en êtes capable, les amis. Allez, vu qu'on a un menu très riche, et je n'ai pas tout dit dans le sommaire de cette émission, parlons d'abord par les compétitions africaines des clubs, la plus prestigieuse, n'est-ce pas, monsieur? La plus prestigieuse parce que c'est le Wydad qui y participe, la Ligue des Champions. Il part bien ce soir, hein. Il est bien, il est au taquet, je trouve que c'est les bons mots. Ouais. Faut tuer un positionnement. Mais avant, c'est parfait, oui. Amine, avant de te donner la parole, je tiens, avant de commencer, à saluer les étudiants de l'école, du club de l'élite du collège de Ard Salam qui sont venus nous rendre visite, assister à l'émission Le Club en direct depuis nos studios ici à Rabat. Des jeunes franchement impressionnants, avec aussi des formateurs qui sont derrière et qui font un travail exceptionnel. En tout cas, nous, on a été très ravis, très contents de les avoir parmi nous ce soir et de débattre avec eux également ce soir sur plein d'autres sujets. Et le sujet qui les a fait venir ici, c'est bien entendu le sport au Maroc. On a été très contents d'avoir ces jeunes qui assistent ce soir en direct avec nous, bien sûr, à cette émission. Des jeunes qui sont brillants, comme je l'ai dit, du club de l'élite du collège de Ard Salam à Salé, et qui sont venus voir ce qu'on devient quand on n'est pas brillant à l'école. On devient chroniqueur sportif. On devient surtout animateur. On ne devient pas chroniqueur. Animateur, parce qu'il faut rappeler que c'est en fait, le plus jeune d'entre eux a lu plus de livres en 2 ans que j'ai lu en toute une vie.
Eh ben, moi, je peux te dire que même le plus vieux d'entre eux, qui n'est pas très vieux, qui est encore tout jeune, ils ont lu une moyenne de 300 livres quand même. Voilà, ce qu'on n'a pas lu tous ensemble pendant toute notre vie, surtout. Surtout toi, Amine. Alors, parle-nous justement de ce livre du Wydad de Casablanca. Est-ce qu'on compte Black le Rock? Oui. Zambra, on compte? Non, je ne compte pas. Amine, vous êtes en train de perdre du temps et après, ça va être ma faute. C'était bien, Zambra. Les amis, la Ligue des Champions, le Wydad de Casablanca, mais on sent ce Wydad, de toute façon on en a parlé, on ne va pas à chaque fois dire, on sent que le Wydad a retrouvé toutes ses couleurs depuis le retour de Fawzi El Benzarti. Un bon début de parcours face à la SEC Abidjan, même si la SEC n'a plus de la SEC que le nom. Ouais, c'est une fémise. Quand tu en mets 5 quand même, ça fait très très longtemps. Je crois que depuis le Zamalek, ici en match au retour, le Wydad n'avait pas mis de 5 buts en Ligue des Champions de mémoire. Hein. Avec, on le voit à l'écran, un bon retour de Haddad qui avait quand même fait un début de saison raté avant de renaître, on va dire, face au Raja. Donc c'est lui qui met le but dans le derby. C'est lui, effectivement, qui fait un très très bon match contre Mimosa. Effectivement, qui ne sont pas des foudres de guerre. On l'avait déjà vu l'an dernier en Coupe de la CAF contre le Raja, qui est allé s'imposer déjà en Côte d'Ivoire, au terme d'un très très joli match. Maintenant, oui, il fallait faire le job ici, 5-2, au terme d'un match complètement maîtrisé. Dans ta présentation, tu as dit une chose qui est très juste, c'est de la métamorphose du Wydad avec le retour de Benzarti. Et c'est fascinant. Honnêtement, j'ai toujours eu du mal sur les empreintes véritables des entraîneurs dans des clubs sur des très courtes périodes. Benzarti, il arrive à le faire. Sauf que c'est un retour. Oui, mais il arrive à le faire. C'est-à-dire que il y a eu Benzarti qui vient juste après un Moutia. On voit très clairement les changements d'intention. Benzarti part, on voit très clairement que tout change. Il revient. Non mais c'est vrai, c'est chronologique. Est-ce qu'on peut faire une émission sur le Wydad? Est-ce qu'on peut faire une émission sur le Wydad avec Amir Rahmouni sans citer Hossein Amouta, le monsieur qui nous a offert une Ligue des Champions après 20 ans d'attente? Donc c'est impossible d'en parler. Non, c'est pas possible. Le mec nous ramène une Ligue des Champions, donc je ne peux pas ne pas en parler. Il faut lui rendre hommage tout le temps, c'est ce que je fais. Tu ne m'auras pas jamais. Non, mais plus sérieusement, oui, effectivement. Donc sous Benzarti, on voit quand même des intentions de jeu qui ont clairement changé. C'est beaucoup plus offensif, beaucoup plus chatoyant. Il y a aussi des signes qui ne trompent pas, c'est-à-dire les buteurs qui vont spontanément l'enlacer, l'embrasser. Donc on assiste quand même à un certain renouveau dans l'envie. Et c'est pour moi une très très belle chose. Et oui, le Wydad part bien, 5-2 au terme d'un match entièrement maîtrisé, même si Mimosa met quand même le plus beau but du match avec cette frappe venue d'ailleurs en pleine lucarne. La seconde est une faute du main du gardien. Après, c'est anecdotique parce qu'ils ont quand même réussi à en mettre 5. Maintenant, il faut aller confirmer. C'est anecdotique, mais ça a beaucoup énervé Fawzi Benzarti. Benzarti, ce que j'en retiens encore une fois, c'est une image, c'est que le match contre le Raja fini, contre un beau Raja. Donc, au lieu de fêter comme tout le monde, il va mettre une bonne soufflante à Moutarraji parce qu'il rate 2-3 ballons dans sa rentrée. Donc, c'est quelqu'un qui est vachement exigeant. Ce Wak en a besoin parce que je pense que dès que tu lâches un peu la bride, ça part dans tous les sens. Maintenant, oui, il gagne 5 dès le premier match. Il faut aller confirmer en Afrique du Sud, samedi à 20h, contre les Mamelodi Sundowns. Est-ce que, en tout cas, ce début de parcours, cet état de forme actuel, j'insiste, du Wydad de Casablanca, on fait aujourd'hui, de toute façon, et quand on entend un petit peu les supporters, quand on parle aussi à tous les fans du Wydad de Casablanca, déjà aujourd'hui, ils se projettent sur une chose, la finale et la gagne de cette Ligue des Champions. Honnêtement, je trouve que ça allait un peu vite en besogne. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a Est-ce que ce Wydad-là est beaucoup plus fort que le Wydad vainqueur de la Ligue des Champions avec Hossein Amouta? Moi, je dirais non, parce que je pense qu'il était beaucoup plus solide déjà défensivement à l'époque. Donc c'est bien d'être solide défensivement. Oui, bien sûr que c'est bien. Ta mauvaise foi devient manifeste, ça transpire de partout. Donc c'est bon, n'essaie pas. Non, parce qu'à un moment... Non, je le trouve peut-être un peu mieux outillé devant, parce que c'est les mêmes joueurs, plus ou moins, qui sont là, à part Jbour, qui vient d'arriver, qui sont là depuis 3-4 ans. Plus friable derrière, parce que la paire Komara d'Ali est une paire totalement récente, alors qu'avant, il y avait quand même une paire à Toshi et Rabeh, et surtout l'Arobé, le gardien, qui offrait plus de garanties. Maintenant, perso, je vois davantage... garantie que Tegenauti. Oui, parce que bon, voilà, c'est un garçon qui est... L'Arobé était là. Après, oui, heureusement d'ailleurs, ça ne serait pas drôle sinon. Oui. Mais l'Arobé était là depuis longtemps. Enfin, c'était un cadre, quoi. Pour moi, Tegenauti était un jeune gardien qui a fait à peine sa première année pleine au Wydad. Donc oui, il offre moins de garanties. Maintenant, je trouve quand même que cette équipe-là a peut-être plus d'envie, plus d'atouts offensifs. Mais si je devais placer un favori clair dans cette Ligue des Champions, c'est les Ahli qui se sont vachement renforcés, notamment avec un joueur à 5 millions de dollars. Donc voilà, pour moi, c'est l'Ahli loin devant.
Et tout le reste derrière, effectivement, parmi le Wydad, oui. Et justement, le Wydad qui, aujourd'hui, on est en pleine période de mercato. C'est pas glorieux. Hein. C'est pas glorieux. Ouais, c'est Jebran. On annonce peut-être rien, une surprise. Même pas. Gros... Pour l'instant, c'est Jebran. Les officiels, c'est l'arrière-gauche qui vient au TAS. Jebran, effectivement, qui a signé, l'ancien joueur du Hassania, qui a signé hier. Haddad devait se faire apparemment aujourd'hui, ça ne s'est plus fait. Le Zamalek a finalement décidé de le garder. On parle d'un Brésilo-Camerounais, ça existe. Ça existe. Aujourd'hui, un joueur de couloir qui est au club en essai. Mais c'est tout. Donc, après, et ça, on a discuté souvent au Canada, les bonnes surprises du mercato d'hiver, j'y crois très peu. Hein. On en a rarement fait. Donc, je préfère garder ce groupe-là et le bonifier, en tout cas, de capitaliser dessus et faire en sorte qu'il ait le plus loin possible en compétition plutôt que d'aller chercher des gars qui vont le plomber. Reda. Oui, sur le WAC. Je crois qu'il a tout dit. Hein, parlons du Raja. Si lui, il a tout dit sur le Wydad de Casablanca, on va ouvrir rapidement la page. Sur la Coupe de la CAF. La Coupe de la CAF, quand même. C'est très difficile historique. de parler. On a 4 clubs engagés dans cette compétition. Le tenant du titre, le Raja de Casablanca, le champion du Maroc, l'Ittihad de Tanger, le Hassania d'Agadir et la Renaissance de Berkane. Sur ces 4 clubs, 2 ont compromis très sérieusement leur chance. Le champion du Maroc, le Wydad de Casablanca, le Ittihad de Tanger en concédant le nul 0-0 à domicile face au gros Zamalek du Caire. Et puis la Renaissance sportive de Berkane qui a lourdement chuté au Sénégal face à Djaraf 2-0. Djaraf, le club qui avait quand même réussi à mettre 3 buts au Wydad de Casablanca. Qui en a pris 3 aussi à l'aller. Voilà. Comment Qui en a aussi pris 3 oui. à l'aller. Oui. Donc ça veut dire que Berkane peut le faire aussi. Sachant que Berkane a loupé un péno par la Bakodjo en toute fin de match. Donc non, je ne suis pas d'accord avec toi sur Berkane. Je pense que Berkane peut... On veut parler du Rajaek. Non, mais voilà. Donc je pense que Berkane a les moyens de renverser la vapeur ici sur un terrain qu'elle maîtrise, parce que sachant que là-bas ils ont joué quand même sur un champ de patates, mais estampillé champ de patates. Donc non, je pense que Berkane n'a pas, même si 2-0 effectivement est un score qui est difficilement remontable statistiquement parlant, mais je pense que Berkane peut aujourd'hui, si le WAC en a mis 3, cette équipe-là, Berkane peut très largement, sachant que Berkane pour moi est un cran au-dessus du WAC au niveau des talents intrinsèques. Reda. Non, mais bon, déjà, on va expliquer que c'est un tour à élimination directe, contrairement au WAC qui est déjà en poule, donc qui a le confort, entre guillemets, de s'être qualifié pour faire 6 matchs. Et le confort de pouvoir se permettre de rater un match. Voilà, ou même 2, puisque tu peux sortir les 2 premiers. Ouais, enfin, les 2 premiers sont qualifiés au quart de finale. Raja, on ne va pas en parler, parce qu'on ne va quand même pas commenter un match que personne n'a eu, si ce n'est que le 1-1 est plutôt positif à l'extérieur et donne des bonnes garanties pour le match retour. Moi, je ne suis pas convaincu que Tanger ait fait un mauvais résultat. Ils ont fait un bon match, peut-être l'un des meilleurs matchs depuis le début de l'année, mais 0-0. Oui, mais c'est pas. Sincèrement, qu'ils le voulaient 0-0, notamment sur les 20 dernières minutes. C'est ça ce qui me dérange un petit peu. C'est l'idée de se dire. Voilà. Par contre, aller mettre un but au Caire. Oui. Voilà, c'est un challenge qui n'est pas impossible. Là, on n'est pas en train de parler d'une remontada phénoménale. Il y a énormément. De tête, je me rappelle du FUS qui avait fait 0-0 à l'extérieur, qui était sûr que c'était un excellent résultat, qui s'est fait éliminer à domicile. Voilà, c'est pas aussi évident. C'est des scores compliqués, les 0-0. C'est des scores compliqués, les 0-0, qui donnent l'illusion d'avoir laissé partir une partie de tes chances, ou bien d'avoir conquis la moitié de la victoire quand tu l'as fait à l'extérieur. Et finalement, ça te retourne contre toi au match retour. Après pour Berkane et Hassania, c'est 2 cas différents. Berkane a une expérience africaine. Ils étaient encore là l'année dernière. C'est sûr que le Hassania a gagné à l'extérieur. Donc, cette expérience africaine, ils vont l'avoir aujourd'hui parce qu'ils sont ils en auront bien besoin pour remonter ça. Et Agadir, mission accomplie. Voilà. Donc, on est devant un tir qui, pour moi, si on arrive sur les 4 à en placer 3, ça serait très bien. Si on arrive à placer 3 clubs marocains en phase de groupe, voilà exactement, plus de la Coupe de la CAF. Honnêtement, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que, excuse-moi, juste une dernière chose. Parce qu'on a le prisme de lecture du foot africain, du foot européen. On est en 16e de finale. Voilà, les poules, c'est les 16e de finale. Voilà. Si on va avoir 3 clubs marocains en 16e de finale, c'est très bien. C'est pas mal. Oui, c'est ça. Un peu dans ce sens-là, je trouve qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas étonnants. C'est-à-dire qu'ils traduisent la bonne passe qui est claire du football marocain au niveau continental. C'est-à-dire que, voilà, le Wydad qui gagne une Ligue des Champions et le Raja dans la foulée qui gagne une Coupe de la CAF, c'est quand même quelque chose. Mais accepter le faux pas quand même, c'était un vrai faux pas
pénalty raté ou pas, c'est un vrai faux pas de la Renaissance. Non, moi je pense que qu'après ils peuvent être éliminés, bien entendu. Oui. Hein. Mais je pense ça aussi qu'ils serait ont de une énorme bonnes chances de. déception. Ils peuvent passer. Mais au-delà de ça, je pense que globalement, je trouve qu'aujourd'hui, le foot marocain, qu'on le veuille, on peut le critiquer, il a encore un milliard de. Tout, on peut dire ce qu'on veut, mais globalement, tu prends sur les 3-4 dernières années, peut-être même les 2-3 années à venir, 4-5, on ne sait pas, je trouve qu'on traverse une très belle passe qu'on n'a pas connue depuis très très longtemps. C'est aussi à mettre en parallèle, excuse-moi de couper, avec, alors moi je mets la RDC de côté, parce que ça c'est un pays qui a beaucoup d'argent et qui a des Vita Club, des Mazembe, Ils ont deux clubs. Ouais, voilà. Ça va aussi en parallèle. C'est pas pour ternir l'éclat de notre gloire, mais bon, tous les observateurs du foot africain du niveau des clubs te parlent vraiment d'une chute de niveau énorme des clubs qui se transforment en pépinières. Et surtout, les académie, clubs des grandes nations de football. Quelles sont les grandes nations de football en Afrique? Le Nigeria, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce qu'il y a des clubs représentant ces pays? Non, il n'y en a plus. Parce que ça se transforme effectivement en académie. Je ne suis pas d'accord avec ton analyse. Parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont des très jeunes et très tôt au Nord. Juste pour expliquer ça, les gens je ne suis pas d'accord avec juste sur le modèle économique, intéressez-vous par exemple au parcours d'un joueur comme Koyate qui joue ou Sadio Mané. Voilà, Sadio Mané c'est peut-être le plus médiatisé, il joue à Liverpool. C'est quelqu'un qui a grandi à Dakar et qui a été vendu très jeune. Aujourd'hui, ils sont Drogba, les joueurs africains ne font pas profiter, les clubs africains, je parle des joueurs africains nés en Afrique, ne font pas profiter même pas 1 ou 2 saisons. Même Didier. Non, mais Didier, son parcours de vie a fait qu'il est parti en France. Ouais. Voilà, c'est l'histoire de sa famille. Ouais. Mais là, on parle de l'histoire de joueurs qui sont élevés très rapidement pour partir en Europe, sans même que ce qu'on connaissait avant, les Jeanne d'Arc, les Mimosas, etc., en profitent 2, 3, 4 ans pour avoir des vrais résultats et des vrais gros clubs. Les amis, il y a un énorme chantier au niveau du football mondial. Et bien, devinez quoi, ça se passe au Maroc, la FIFA qui est en conclave à Marrakech pour réfléchir, bien sûr, au développement, c'est l'intitulé un peu du football mondial. Gianni Infantino et des présidents de fédérations du monde entier, quelques-uns en tout cas, sont ici pour réfléchir, et notamment sur, il y a 3 axes de réflexion, bien sûr, voire même 4. D'abord, la Coupe du Monde, la prochaine édition de la Coupe du Monde au Qatar, la Coupe du Monde 2022. On sait que la FIFA a décidé et a pris la décision de faire passer le nombre de sélections qui participent au mondial de 32 à 48 pour la Coupe du Monde qui sera organisée en 2026 par les États-Unis, le Canada et aussi le Mexique. Là, la FIFA veut aller beaucoup plus vite et propose maintenant, c'est débattu à Marrakech, un passage à 48 nations dès la prochaine édition de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il faudra maintenant que le Qatar aussi soit d'accord. Le deuxième axe, c'est aussi la Coupe du Monde des clubs. On est tous ici, en tout cas le Maroc en a abrité 2 éditions et on sait que c'est une formule qui commence à intéresser de moins en moins les gens et les annonceurs, à voir ne serait-ce que la dernière édition de cette Coupe du Monde. Et la FIFA voudrait vraiment changer sa formule, mais elle, toute seule, est-ce qu'elle le pourra? Et c'est ça aussi l'un des sujets. Aussi une fameuse Ligue des Nations mondiale, c'est un autre projet qui sera débattu et qui est débattu parce que c'est en ce moment même à Marrakech. En plus du développement, le football féminin, il reste 6 minutes les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, rapidement, je vais te faire... non mais ça va aller vite. Sur la Coupe du Monde à 48, c'est encore une fois l'affrontement, j'ai envie de dire, naturel et inévitable entre un organisme qui veut beaucoup plus de matchs pour avoir beaucoup plus d'entrées, et 2, un intérêt sportif qui demande de la rareté. Voilà. Sans rareté, tu n'as pas d'intérêt sportif, et ça va. Enfin, il y a un équilibre à trouver. Je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas dépassé cet équilibre en passant à 48. 2. C'est-à-dire, juste ouvrir une parenthèse par rapport au passage à 48, donc ça permettra à beaucoup plus de pays de participer à la Coupe du Monde. C'est l'école des femmes, tout le monde gagne. Prenons juste l'exemple du Maroc. Est-ce qu'au Maroc, on a vécu de la même manière la Coupe du Monde en Russie que la Coupe du Monde au Brésil, par exemple. Est-ce qu'on va voir l'intérêt? Voilà, on va toucher beaucoup plus de monde. Et du coup, intéresser plus de monde, intéresser plus de télé, intéresser plus de sponsors, générer plus d'argent, mais pas que. Je réponds par une question. Sera-t-on plus content d'être qualifié à la Coupe du Monde où on a affronté un champion du monde récent, l'Espagne, un champion d'Europe en titre, Portugal, ou de se qualifier tous les ans dans un groupe à 3
on va tomber avec la Thaïlande et l'Azerbaïdjan. Je pose la question aussi. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Voilà, il y a un débat là. La réponse a déjà été vécue. Voyons le dernier Euro. Voyons le dernier Euro. Voilà. Ouais. Bon, alors, maintenant, le dernier Euro, ils ont et la prochaine édition de la CAN. Voilà, ils ont augmenté le nombre de participants. Tu as eu des groupes de 3, dont deux sortaient. Voilà. Et puis c'était une catastrophe en termes de spectacle et en termes de qualité. Parce Donc, qu'en plus, on n'est pas européen, donc on n'a même pas un pays. Voilà. Alors maintenant, je te rajoute, alors, deuxième sujet, parce que je vais les prendre dans l'ordre. Deuxième sujet, oui, sur cette histoire de passage à 48, je suis quand même surpris que l'organisme qui gère le grand foot mondial, je veux dire, je ne veux pas faire mon... On a beaucoup critiqué la CAF en disant... Non, mais voilà. je suis un peu surpris de la brutalité de leurs décisions, du manque de concertation qu'ils peuvent avoir avec les gens qui, in fine, sont quand même les concernés, c'est les consommateurs, les clients, c'est nous. Je veux dire, j'ai l'impression que il y a un petit peu de mépris pour les spectateurs ou les téléspectateurs et on ne fait pas grand cas. Même l'organisateur, là, en l'occurrence. Voilà, l'organisateur, c'est comme le Cameroun, voilà. On lui fait une camerounaise, c'est-à-dire, moi, mon gars, là, tu avais 18 invités, tu en as 24, ça ne te plaît pas, attends. Mais l'éclat, ça. Exactement, moi, ça. Voilà, on n'est pas dans des pides. Voilà. Deuxièmement, la brutalité, ouais, et puis aussi le côté un peu, voilà, on fait ce qu'on veut, on va défigurer. On fait ce qu'on veut, on est réunis à Marrakech pour en débattre, pour voir si les gens sont d'accord ou oui, pas. non, mais normalement, il y a un débat qui dure. Moi, tu m'as parlé de ça la semaine dernière, ça va être adopté dans 2 jours. Donc, non, c'est en mars. Troisièmement, sur la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs, c'est une compétition, effectivement, qui devrait être. Bah oui. Voilà. Il faut juste prendre un peu de recul sur le prisme européen. La Coupe du Monde des clubs est une compétition qui passionne, littéralement, qui passionne. L'Amérique latine. L'Amérique latine, voilà. L'Afrique, parce que tout le monde a envie de savoir ce que va faire son champion contre le Japon, parce que ça leur appartient. Et qui ennuie profondément le champion européen de la Ligue des Champions. Parce qu'eux, ils ont la Ligue des Champions. Voilà. Non, mais parce que surtout, il arrive, c'est très facile, il fait 2 matchs, il prend la coupe et il rentre chez lui. Donc ça fait des années qu'elle ne lui a pas échappé. Je sais pas, je ne connais même pas de tête quel est le dernier vainqueur sud-américain. Il y a eu des finalistes comme Mazembe, comme Raja, qui ont donné un peu de... Mais globalement... du folklore. Cette compétition, il faut comprendre que c'est la seule compétition des clubs organisée par la FIFA. Ouais. Voilà. La FIFA gère les équipes nationales, et elle veut mettre sa main dans le foot des clubs. Bah oui. C'est là où et l'UEFA défend son précaré parce que parce que les clubs les plus importants du monde sont en Europe et qu'ils n'ont pas envie de les voir se disperser. Voilà. Donc aujourd'hui, la FIFA a tout intérêt à avoir une grosse compétition de clubs. L'UEFA a tout intérêt à ce qu'elle n'existe pas. C'est juste pour donner un éclairage politique sur l'envers du décor. Voilà. Amine. Je crois qu'il a tout dit. Voilà, sur les 48, effectivement, tu te retrouves avec l'exemple du dernier Euro, où effectivement tu as plus de pays participants et moins de spectacles, parce que le niveau baisse mécaniquement. Ouais. Maintenant, sur la Coupe du Monde des clubs, je pense que le diagnostic a été fait est clair, effectivement. Ça intéresse peut-être les petites équipes qui participent, mais les grandes, comme disait Reda Vienne. En fait, il n'y a rien à ajouter, je pense que c'est très clair. Il y a aussi ce projet de Ligue des Nations mondiales. Pour moi, il y a un besoin. Moi, ce qui me choque véritablement dans tout ça, c'est l'élément humain, notamment le joueur qui aujourd'hui, on oublie que c'est un être humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois un Ramos, par exemple, ou du moins un joueur de haut niveau qui fait entre 60 et 70 matchs par an et qu'on continue à tirer sur la corde, à tirer, à partir de combien de matchs par an peut-on estimer que le corps ne peut plus suivre? Et j'ai l'impression que voilà, on grappille la ligne rouge, on les repousse. Et c'est ce qui arrive de plus en plus. Parce que qui dit une Coupe du Monde à 48 dit plus de matchs, qui dit peut-être une Coupe du Monde des clubs différents dit peut-être encore plus de matchs, une Ligue des Nations encore plus de matchs. Donc voilà, ça reste un bon produit. Amin Rahmouni est ému par le sort réservé à ces milliardaires de joueurs. Voilà, ce travail extrêmement compliqué, mais juste humain d'un footballeur professionnel. Exemple de Sergio Ramos. Parce que c'est un exemple en particulier. Mais je suis surtout ému par le cynisme qui t'habite. Non, mais véritablement. Qui déborde d'humanité, c'est souvent Ramos. Non, mais surtout le cynisme. Et le populisme. Oui, c'est les riches. Faisons-le effectivement. Il faut qu'ils méritent un salaire. Tu as failli. Aujourd'hui, on est à la limite de verser une larme sur le sort qu'on réserve à Amin. Ah, pas Amin Rahmouni. Il y a moyen, mais en tout cas à Sergio Ramos et aux autres. On a aujourd'hui, cette FIFA est un organisme qui est plus puissant que l'ONU parce qu'il a plus d'affiliés. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oui. Ok.
Voilà. Donc, Parce qu'on voit le résultat de leur reprends ta travail. parole parce qu'il reste une minute. On voit le résultat de leur travail tous les 4 c'est ans. formidable. C'est déjà pas mal. Mais tu vois des matchs. Ouais. Sur la Coupe du Monde des clubs, c'est une compétition qui m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, elle n'arrive pas à trouver sa place dans le calendrier, elle n'arrive pas à trouver sa place dans le corps des supporters européens. Mais sincèrement, je pense qu'il y a de la place dans le monde. Alors, je ne connais pas la formule, je ne l'ai pas en tête, mais il y a de la place dans le monde pour un Ils sont en train de affrontement. réfléchir dessus. Hein. Oui, non, mais il y a de la place. Et ils vont bientôt la donner. Je vais vous dire pourquoi il y a de la place. Parce que la passion de base, elle concerne les clubs. On est tous passionnés par l'équipe nationale, mais c'est un rendez-vous un peu intermittent. Le club, c'est son quotidien. Les fans de Sud-Américains sont phénoménaux, les fans nord-africains sont extraordinaires, il y a des fans en Asie qui sont... Et ça serait bien de trouver quelque chose pour réunir ces gens-là et d'avoir des affrontements dont tout le monde rêve. Pourquoi pas ne pas avoir des clubs africains, le vainqueur de la Ligue des Champions Enfin, il y a des choses à faire. Et on aura, voilà. et on aura des choses à faire, on aura d'autres occasions de revenir sur les travaux de cette réunion, deuxième Sur le réunion triste sort de des Sergio sommets exécutifs du football. C'est comme ça que ça s'appelle. Et ça se passe à Marrakech. C'est la fin de la première partie de votre émission Club. Dans la seconde, on parlera beaucoup de Ligue des Champions et de ces prolétaires qui évoluent bien sûr en Liga, en Première Ligue. Et c'est miséreux. Et c'est miséreux, voilà exactement. C'est Jean Valjean des temps modernes. Restez avec nous les amis, on va se retrouver dans un très court instant pour la seconde partie du Club. À tout de suite. Les amis, dans cette seconde partie de le club, avec bien sûr l'Europe en vedette aujourd'hui, où le week-end a été marqué, bien entendu, par ce nouveau record de Lionel Messi. De toute façon, avec l'Argentin, les années passent, les trophées s'accumulent et les statistiques ne cessent de s'affoler. À 31 ans, le capitaine du FC Barcelone a donc atteint la barre des 400 buts inscrits en Liga en 435 rencontres, soit 0,92 buts par match. C'est un record absolu, le dernier d'une longue série. Avec nous depuis Madrid, notre consultant pour la Liga, Frédéric Hermel. Fred, bonsoir. On commence à être un peu blasé, à s'habituer un petit peu, à ne pas être impressionné par ces performances, ces chiffres, cette constance juste incroyable, historique, que nous offre par exemple Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Fred. Bonsoir les amis, content de vous retrouver. C'est vrai qu'ils nous ont mal habitués, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, lors de cette dernière décennie de duels au sommet des buteurs. On s'est habitué à quelque chose qui n'est pas normal. Et voir le week-end dernier ce merveilleux attaquant argentin appelé Lionel Messi marquer son 400e but en Liga. C'est du jamais vu dans l'histoire du football espagnol. Voilà, 400 buts, 0,92 buts par match dans le championnat espagnol. C'est pas normal. C'est pas normal, mais on a un peu de mal, j'ai l'impression, à mesurer la portée d'un tel exploit. Je pense que nous sommes peut-être même injustes parce qu'on ne met pas assez en valeur ce qu'est en train de faire ce joueur. Parce que le plus difficile, c'est pas de marquer 50 buts dans une saison. Non, c'est de marquer 50 buts dans une saison, puis dans la suivante, et dans la suivante, dans la suivante, dans la suivante. Arriver au sommet, c'est déjà compliqué, mais alors ce qui est incroyable, c'est de se maintenir si haut depuis tant d'années. Donc Messi est un joueur incroyable qui a marqué 400 buts en championnat. Personne n'avait fait aussi bien. Sûrement que personne ne fera jamais aussi bien. Et il faut vraiment féliciter ce joueur, même si pour lui, ce record est quelque chose de sympathique, mais pas quelque chose de décisif. Pour une raison très simple, c'est qu'un joueur aussi ambitieux que Lionel Messi est beaucoup plus intéressé par les titres que par les records personnels. Et notamment, en croire Fred Hermel, la Ligue des Champions. Les amis, 400 buts et surtout... Il en a 3, non, quand même. Oui, il en a 3, mais 0,9, c'est-à-dire pratiquement un but par match, Sans être pas sur 3 matchs, sur 400
35 matchs et sans être attaquant. Sans être avant-centre. Sans être C'est-à-dire, oui, directement effectivement, avant-centre. il plonge très souvent, il est très souvent lancé devant le but, mais il a fait une grosse partie de sa carrière sur les côtés. Ouais. Et a priori, dans un trio offensif, un trident offensif, le 4-3-3, le fameux 4-3-3 de Barcelone, c'est plutôt Suarez aujourd'hui qui est dans l'axe, comme à un autre moment c'était. Enfin bref. Ça rejoint le premier sujet dont on parlait sur la. Le malheur de Ramos. Non, sur la souffrance de ce pauvre Ramos. Il a fait souffrir plus. Non, sur le problème d'accepter la rareté pour reconnaître la performance. Oui. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que, comme cette Coupe du Monde à 48 qui va être un petit peu dévaluée, ça n'a rien à voir, mais Messi est tellement fort et depuis tellement longtemps qu'on ne peut pas demander aux gens de manifester un enthousiasme continu pendant Ah ben, il le c'est-à-dire fait. qu'on on est blasé. non, mais c'est pas qu'on est Là, je blasé. peux t'assurer que On est les fans presque de pas- Messi le font, hein, On n'est presque pas à la hauteur de l'export. de l'exploit et de la continuité. Voilà. Et effectivement, là où Fred Hermel a raison, et je ne pense pas à la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, déjà, il est toujours en lice, il est pas, comme Ronaldo d'ailleurs, il en a gagné 3, c'est pas non plus indigne quand on réfléchit. Quand on réfléchit. Ah, mais c'est des fois, plus quand que j'entends, c'est quand plus- j'entends Fred, c'est plus que j'ai la l'impression, France. voilà, exactement. Merci de me le rappeler parce que j'ai tendance à oublier qu'il en a gagné quand même 3. Voilà. Non, la validation ultime, tout le monde le sait. Le Ballon d'Or. Non, c'est pas le Ballon d'Or, La Coupe du Monde. Voilà, c'est la Coupe du Monde. Elle lui échappe. Surtout dans son Voilà. cas particulier. C'est C'est-à-dire, la par Coupe du exemple, Monde. Cristiano Ronaldo, il n'est pas obsédé par la Coupe du Monde parce que Mais la il Coupe est dans d'Europe, un... Cristiano Ronaldo. Parce qu'il est dans un environnement qui s'appelle le Portugal, Voilà, c'est où ça, on n'attend c'est ça. pas. Ah, C'est-à-dire c'est que ça. l'euro du Portugal Alors que- est une Coupe du Monde. Exactement. L'euro du Portugal. Exactement. Eusebio n'est pas Maradona. Exactement. Voilà. Exactement. L'euro du Portugal est une Coupe du Monde. Et surtout, Messi est arrivé en finale. Voilà. Et l'Argentine a gagné plusieurs fois, 2 fois voilà, déjà la Coupe du a Monde. gagné la Coupe du Monde voilà, en 78 et en 86. Et troisièmement, pour terminer, dans une option B, cette fameuse Copa América, où effectivement il échoue une nouvelle fois en finale. On va parler des loupés d'Higuaín, etc. Mais pour moi, il est là, la cerise sur le gâteau, Ouais. ou bien comment on dit La cerise sur le gâteau. Voilà, parce que j'avais une autre. Ah, si, c'est vrai. Voilà. c'est vrai. Voilà. Ah, non, mais maintenant, je pense qu'on oublie de préciser une chose aussi, c'est que la chance incroyable qu'on a d'avoir quand même vécu à Voilà. cette époque-là de Messi et de Ronaldo, parce que En même temps. C'est comme le tennis, à un moment où il y C'est ça. avait Inaoui, Arazi Non, mais là c'est pire parce que et Alani, on aurait aimé les avoir Ouais, un mais- par décennie. Non, mais non, c'est pas vrai parce Non, que ouais, tout le non, monde c'est en bien même d'avoir temps. tous les deux parce qu'il y en a un qui a tiré la bourre à l'autre et qui a fait que l'autre. c'est intimement lié, bravo. Effectivement. Alors je peux comprendre que ton côté trouve ça scandaleux que ce soit des grands champions qui soient surpayés. Parce Non, j'ai qu'effectivement, pas dit ça ça. devrait être que des machines qui marquent but sur Non, but. j'ai pas dit Mais ça. avant tout, ce sont aussi des gens qui travaillent, ils en font un métier, ils Alors- ramènent du bonheur, ils font gagner beaucoup d'argent Et à leur beaucoup de club bonheur, respectif. beaucoup de bonheur et beaucoup de buts, Amine. Oui, alors que leur je vais te respectif, donner c'est des normal qu'ils chiffres. soient très, Je vais très, te donner très, des très, très chiffres. bien payés. Alors, le plus grand buteur, en tout cas en activité, c'est Cristiano Ronaldo. 674 buts, toutes compétitions confondues. Messi, c'est 640 buts. Est-ce que je peux dire quelque chose de pas très politiquement correct? Tu vas parler. Je vais parler de Pelé. Je vais parler de Pelé et c'est 1000 buts. Et c'est 1000 faux buts. Alors, est-ce que Pelé, parce qu'aujourd'hui, on voit, avec ce rythme, Ouais, avec ces performances, ils sont jamais, même Messi aujourd'hui, ne jamais atteindre les 1000 Oui, buts. mais après, tu vas revenir sur cette polémique stérile par rapport aux 1000 buts de Pelé, Oui. où il aurait comptabilisé des choses Même pas faire officielles. rien, il les a Effectivement, comptabilisés. les matchs, même pas les matchs de quartier, enfin des choses, mais on n'a jamais pu les établir véritablement. Maintenant, je pense qu'à ce niveau-là, personne, honnêtement, je ne vois pas qui pourrait faire mieux que Messi et Ronaldo. On va quand même rappeler que Messi a commencé très, très, très jeune. Donc aujourd'hui, et Ronaldo est une machine de guerre. Donc aujourd'hui, à moins de révolutionner le sport, ce sport-là en particulier, par des règles nouvelles qui permettront à des joueurs de mettre 5-6 buts par match, je ne vois pas qui pourra aujourd'hui dépasser. La suite de l'histoire, dépasser si ces deux. Dieu nous prête vie, une vingtaine ou une trentaine d'années, je parle vraiment de foot et d'observation du foot, permettra de mettre en perspective ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que je ne sais pas si on a tourné une page et qu'on est tombé dans une ère de mutants, où après Ronaldo et Messi ont porté le foot à un autre niveau en termes de statistiques individuelles qui sont phénoménales, c'est-à-dire qui sont le double, le triple. Et excuse-moi, je finis. Et qui vont être poursuivis par d'autres types de mutants de ce genre-là. Option 1. Il n'en existe pas, Reda. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir arriver à Messi Ronaldo, il faut qu'on ait des joueurs de 17, 18, 19 ans qui soient déjà au firmament et qui aient déjà marqué beaucoup de buts pour pouvoir arriver, prétendre un jour, flirter un peu avec ces chiffres-là. Je ne le sais pas, mais peut-être dans 5-6 ans, tu peux l'avoir. Je ne sais pas. Non, mais Ou bien, on en a pas pour l'instant, on est d'accord. option B,
ça aurait été une sorte de parenthèse complètement délirante dans une histoire du foot continue et une discontinuité. Voilà, une rupture de continuité où tu as des joueurs qui, en termes de nombre de buts individuels, c'est pas moi qui le disais, c'était Glineker sur Twitter, il disait on peut débattre sur le talent, mais il y a quelque chose qui ne s'est jamais produit dans le monde, c'est cette avalanche de buts. Oui. Et la durée. Voilà, sur une telle durée, et je le répète, pour deux joueurs qui, ni l'un ni l'autre, peut-être Ronaldo plus en fin de carrière et encore, enfin en fin de passage, n'étaient véritablement des buteurs. C'est qu'ils ne sont pas perçus comme uniquement des buteurs, comme pouvait être. Oui, mais regarde, ils ont Gerd Müller, une palette qui est incroyable. C'est-à-dire que Messi, comme Ronaldo, on met un camion de buts sur coup franc. Tu peux être un grand buteur et ne pas tirer les coups francs, peut-être éventuellement les pénaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ont une palette. C'est très très large. Ronaldo, tu imagines, c'est Ronaldo, si je peux comprendre qu'il ait mis ces buts-là. Coup franc, tête, pied droit, pied gauche, dans toutes les positions, en l'air, les retourner. Donc des mecs comme ça, effectivement, je vois. Excuse-moi, le fait qu'ils aient des statistiques, le fait qu'ils aient des statistiques phénoménales permet aussi de rappeler qu'ils sont à la recherche de statistiques phénoménales. Parce qu'ils sont deux. Non. À part ça, c'est des joueurs. Aujourd'hui, la question. Aujourd'hui, tu penses qu'un Messi aurait pu exister sans Ronaldo et vice versa? Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis autre chose. Non, moi je pose cette question-là. Non, on y a répondu. On a dit que tu as raison. On passe à autre chose. On a dit que tu avais raison. Non. Quand je dis qu'ils sont à la recherche de statistiques, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui sont à la recherche chiffrée, c'est cette génération un peu NBA, à la recherche chiffrée de leur propre gloire. Ouais. Je ne suis pas convaincu qu'il y a 30 ou 40 ans, les joueurs aient une comptabilité précise du nombre de buts qu'ils aient marqués depuis le début de leur carrière. Pelé, c'est 1000. Voilà, Pelé a estimé. Pelé a estimé qu'il avait. Je ne suis pas convaincu que ça a été des trophées, des sortes de cloches comme ça que tu ramasses. Après lesquels toutes les générations de joueurs ont joué. Ça ne veut pas dire qu'il suffisait de le vouloir pour les décrocher. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que dans leur tête et dans cette génération ultra chiffrée, c'est un véritable enjeu. Et bien sûr, ils l'ont achevé brillamment. En tout cas, il y a un joueur qui manque, même s'ils ne veulent pas l'admettre, énormément au Real Madrid et à la Liga, donc c'est Cristiano Ronaldo. Au Real, on est bien sûr avec le nouvel entraîneur, Monsieur Santiago Solari, qui est en train de réussir, en tout cas de s'imposer dans le vestiaire du club merengue, essayer d'imposer ses choix, des choix forts, comme par exemple la mise à l'écart, tout de même, de deux joueurs cadres, surtout le vice-capitaine, le Brésilien Marcelo, ou encore, bien sûr, le milieu de terrain Isco. Fred Hermel est toujours avec nous, et Fred revient bien sûr sur la manière de gérer de Santiago Solari. Fred. Oui, moi je trouve que Solari fait un travail énorme. Il y a un mot en espagnol pour dire, mais c'est pas très poli de le dire, même si on est le soir, on va dire qu'il a la capacité, Solari, de s'imposer. Il n'est finalement qu'un entraîneur intérimaire, même si son contrat dit qu'il est présent jusqu'en juin 2021. Chacun sait qu'il n'est que de passage. En tout cas, pour l'instant, c'est pas un entraîneur qui est installé sur le banc du Real pour de nombreuses années. Mais tant qu'il sera là, Solari fera ce qu'il veut. Et la décision qu'il a prise, les choix forts qu'il a fait le week-end dernier, dimanche à Séville contre le Betis, montre que c'est quelqu'un de caractère et qui, quoi qu'il arrive la saison prochaine, aura marqué son passage au Real par un caractère et une personnalité qui l'honore. Continuer de mettre Isco sur le banc et ne le pas faire jouer une seule minute, alors qu'il y avait 7 absents, 6 blessés, plus un suspendu, Lucas Vazquez, ça montre bien que ceux qui ne travaillent pas bien en entraînement ne jouent pas. La justice est de retour dans le vestiaire du Real Madrid. Et puis, il y a quelque chose qui, moi, me semble un crime de lèse-majesté, mais il a raison de le faire. Marcelo, vice-capitaine au Real depuis une décennie, qui n'est pas bien. Voilà, il n'apporte plus grand-chose offensivement. Et défensivement, c'est une catastrophe depuis le début de la saison. Donc, que Solari mette Marcelo sur le banc, c'est quelque chose que tout le monde réclamait, mais que personne n'aurait osé faire. Lui l'a fait, et il faut l'applaudir. Donc oui, Solari est un entraîneur avec une forte personnalité, et il est en train de marquer, j'insiste, son passage sur le Real par des décisions qui, que ça marche ou ça ne marche pas, resteront dans l'histoire de son passage ici. Bon. Non, mais je pense qu'il a compris. Il suffisait d'écouter Sergio Ramos
parlait de la possibilité de venue d'Antonio Conte en disant, on n'a pas, ou même le fantôme de Mourinho qui a plané un petit peu, voilà, en disant, on n'a pas besoin d'un policier, enfin je ne sais pas comment il l'a dit, mais il voulait dire on n'a pas besoin d'un père fouetteur. D'un père fouettard, Fouettard. Voilà, on est des adultes, machin. En fait, très clairement, il ne voulait pas quelqu'un qui leur serre la vis parce qu'il voulait être dans son confort et parce que ce confort, malheureusement, a abouti à un laisser-aller, rajoute une sensation de satiété qui fait... Voilà, donc Solari a compris qu'il fallait au contraire être un petit peu policier parce que tu ne vas pas réussir à récupérer la main sur un vestiaire qui a gagné 3 Ligues des Champions et qui n'est mis en danger par rien. Ouais. Voilà. Alors contre le Betis, c'était pas brillant, ça a été acculé en défense. 88e. Non seulement 88e, mais même sur la physionomie du jeu. 25% de possession de balles. Voilà, des statistiques pour le Real. Oui, pour le Real. Voilà, des statistiques faméliques. Mais en même temps, je pense que le salut, si salut il y aura pour le Real cette année, parce que c'est quoi l'objectif aujourd'hui du Real? C'est la Ligue des Champions. Déjà la qualification à la Ligue des Champions. Ouais, les deux, c'est ce que j'allais dire. Ligue des Champions, on l'a gagné et c'est qualifié pour la prochaine. Voilà. Mais là, ils sont en Ligue des Champions. Là. Si le championnat s'arrête demain, ils sont 4e. Voilà. Avec pas une grande marge de manœuvre, ils sont pas loin de Séville, etc. Voilà. Il y a un gros Séville. Ce que je voulais dire, c'est que Solari, s'il veut retrouver la main sur son... Voilà, il doit sortir du rôle de gentil organisateur qu'on lui a donné, d'accompagnateur de crèche jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à la fin d'année. Jusqu'à la fin de la saison. De gérer les miséreux comme Sergio Ramos, etc. Et vraiment de faire des choix forts, parce que sinon, ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger, ça va faire comme ça des matchs. Mais là, il est en train d'avoir des choix forts quand même, parce que peut-être ce que tu es en train de dire, toi, c'est-à-dire même les gens qui ont confié, le patron Florentino Pérez qui a confié les clés du camion à Solari, c'est pas pour qu'il mette le feu aussi dans ce camion, c'est pour qu'il le maintienne à flot, jusqu'on arrive à la fin de la saison. Sauf si le camion va dans le mur. Sauf si le camion va dans le mur. Le mur étant une non-qualification. Voilà, une non-qualification, c'est un mur énorme, c'est l'accident total. Une non-victoire en Ligue des Champions n'est pas du tout un mur, voilà, pas du tout. Ils en ont gagné 3 de suite et ça arrive. Par contre, traîner comme ça, perdre à domicile contre le Real Sociedad, prendre 5 contre le Barça, comme ça. Prendre 5 contre le Barça, se retrouver à galérer comme ça. Voilà. Ça, c'est un mur. Je trouve que le Solari a une chance, c'est les 3 Ligues des Champions, parce que ça enlève une pression naturelle. Je ne pense pas qu'aujourd'hui le Real pense gagner une 4e d'affilée, notamment avec Solari comme ça en intérim. Donc déjà, moi, perso, je trouve que c'est une pression en moins. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit un scandale à Madrid s'ils ne prennent pas cette Ligue des Champions. Mais être à 10 points du Barça à mi-parcours. Je parle de Ligue des Champions. Barça qui a perdu des points. Sinon, alors, je parle de Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une bien grosse pression en moins. Parce qu'ils l'ont prise 3 fois. Donc je ne pense pas que Solari va être excommunié s'il ne prend pas la Ligue des Champions cette année. Maintenant, je pense que son véritable objectif, c'est effectivement ne pas trop s'éloigner du Barça parce qu'il y a encore un classico à jouer au retour. Et puis surtout, on a quand même, parce qu'on suit pas mal sur un peu la presse et les réseaux sociaux, vous savez qu'il est soutenu de partout par rapport au misé d'écart d'Isco et de Marcelo. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que même au sein du club et de ceux qui le suivent, que ce n'est pas un scandale. Moi, quand j'entends Hermel dire que c'est un choix fort, moi, je pense que c'est juste par rapport à on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ce club-là, mais par rapport, du moins, ce qu'on peut lire et ce qu'on peut suivre, apparemment, c'est un choix logique. Isco, aujourd'hui, n'est plus en odeur de sainteté. D'ailleurs, pendant le mercato hivernal, on a annoncé un peu partout, notamment en Angleterre. Mais qu'on n'a pas laissé partir. Oui. On verra l'été prochain. Moi, je suis les conférences je suis toutes les conférences. J'ai pas l'impression qu'il prend. C'est pas une révolution pour moi ce qu'il fait Solari pour l'instant. Et 80% des questions, cette semaine en tout cas, 80% des questions lors des conférences de presse de Solari, c'est sur Isco et il n'y répond jamais. Il ne répond pas, il ne parle pas. Et la seule fois où il a parlé de Isco, pour dire combien c'est un joueur génial et que le Real va tout faire pour le garder. Il y a une différence entre les deux situations. Celle de Marcelo, effectivement, tout le monde comprend que Marcelo commence un peu trop à se la jouer et à s'investir de moins en moins. Isco, ce n'est pas le cas. Et surtout, il y a une hécatombe de blessures. Je sens bien Marcelo au PSG, moi, tiens. Peut-être. Donc avec Bernat. Il était question qu'il aille à la Juve. Mais tu peux comprendre qu'aujourd'hui, quand Hermel parle de révolution, moi je trouve qu'enfin voilà quoi. Je suis d'accord avec toi. On est dans la vie normale d'un club. Il fait son travail tranquillement dans la vie normale. Ouais, la vie normale d'un club, sauf que le club dont on parle n'est pas du tout normal. Il s'appelle le Real Madrid. 3 Ligues des Champions d'affilée, ça fait déjà de fait une grosse pression en moins. Moi, je vais te dire un truc, je ne connais pas. Aujourd'hui, on ne demande pas à ce bonhomme-là de gagner une Ligue des Champions. Je ne connais pas. Il travaille dans un confort que Zidane, par exemple, n'avait pas quand il est arrivé. Les fins de cycle, à supposer qu'elles existent, le temps va nous le dire, les fins de cycle des grandes équipes se ressemblent toutes. Ouais.
Voilà, c'est-à-dire voilà, un peu l'Espagne. Surtout quand on n'essaie pas de régénérer. Voilà, et Le tu ne groupe. peux pas régénérer. Le Barça l'a fait. Le Barça est en train de le faire quand Oui, même. parce que le Barça n'a pas eu un tel triomphe. C'est-à-dire que le Barça. Oui, sur les 10 dernières années, ils ont gagné 8 fois, je pense, la mais Liga. trois et Ligues des Ligue Champions, trois Ligues des Champions de mais suite. le Barça, ils ont Messi. Non, mais au-delà de Messi, c'est-à-dire qu'ils préparent l'après-Messi déjà. là, c'est Il y a pas ça. Dembélé, Quand je il y a dis- Coutinho. On a l'impression qu'ils préparent l'après-Messi, l'après c'est soirée. difficile de préparer un après-Messi. Voilà, exactement. C'est impossible de préparer Quand je l'après-midi. dis, je vais juste Mais le développer, quand je dis que les fins des équipes, des grandes équipes se ressemblent, c'est-à-dire que je ne vais pas, loin de moi, l'idée de rentrer dans le délirant débat Barça-Real sur les 10 années qui viennent. Par contre, le Real a fait quelque chose que le Barça n'a pas réussi à faire, qui est d'avoir cette fameuse 3 Ligues des Champions qui ont donné une sorte de totem, voilà, totem d'impunité. Voilà. À partir de ce moment-là, tu as des gens qui sont indéboulonnables. Voilà. Tu as des gens qui sont indéboulonnables et qui ne peuvent partir ou être vendus que quand tout le monde aura constaté qu'ils Marcher n'ont l'autre. plus leur place. Qui n'ont plus leur place et que la page doit être tournée. Et ça ne peut être fait qu'avec l'adhésion du public qui aura constaté, du joueur lui-même qui aura compris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire à ces joueurs-là, partez, vous êtes... Et notamment, au malheureux, Sergio Ramos. Mais rapidement, Non, il faut qu'on parle les de gens Kylian. doivent le voir. Les gens doivent le voir. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Ouais. C'est la dernière saison, si tu veux, de Iniesta qui en Je vais faire- demi-teinte. je vais faire un- Tu as un monstre comme ça. Il est en perte de vitesse. Tu lui manquerais de respect. C'est lui qui va le comprendre. Le public va le comprendre. Et il faudra le faire. Il faudra le faire avec des cadres de ce Real juste. qui a ce totem d'impunité. Il n'y a pas d'autre façon de tourner une Mais page. sauf que moi, j'ai l'impression, et corrigez-moi si je me trompe, que ce Real-là, c'est pas parce que j'ai pas beaucoup d'affinité avec ce club, mais ressemble de plus en plus à un champ de ruines. C'est-à-dire qu'on aura besoin, mais c'est vrai. L'Artenach chez Ruine. Mais c'est vrai, les amis. Non, mais sérieusement. C'est-à-dire aujourd'hui, faudra combien de joueurs du niveau du Real Madrid pour remettre ce Real, en tout cas, D'autres. au top de sa forme, il y a comme une on l'a information. vécu, comme on l'a vu, parce qu'il y a toujours eu cette locomotive donnée- monstrueuse qui il y a une s'appelle donnée- Cristiano il y a Ronaldo une donnée, et qui a caché tous les Ouais, mais mots, tu peux toutes les ramener, Jalel, tu difficultés. peux ramener par exemple un Hazard qui fera une Ronaldo. Peut-être, on ne sait pas. On peut pas. Ouais, mais il faut pas que. L'avenir, on ne le connaît Mais pas. pas que. Maintenant, il y a une donnée que tu as pas soulevée par rapport au Real qui est très importante. C'est que les caisses sont pleines. Ouais. C'est-à-dire même le stade, le nouveau stade qu'ils vont financer, ça va être à crédit. Il n'y aura pas eu besoin de fonds de roulement pour mettre dans de l'infrastructure. Donc aujourd'hui, cette équipe-là, à la fin de l'année, a toute la latitude de ramener 2-3 cas d'or, aujourd'hui, les Galaxies pour reprendre le terme de l'époque, pour relancer la machine. Parce que le Real, parce que faut pas non plus se leurrer, c'est que le Real a encore des joueurs qui sont de très haut niveau. Ils ont 3-4 jeunes qui arrivent qui sont très très bons. Ils ont pris le petit Vinicius qui promet un prêt d'avenir. Avec ça, tu le cimentes par 2-3 grands joueurs parce qu'ils ont de l'argent et la machine repart très très vite. Donc je pense qu'ils sont bien moins en crise que tu peux le penser. On peut Reda. penser que c'est une année de transition. Moi, c'est Amin Redaïla. Ouais. Mais c'est une année de transition. Mais de là à parler de champ de ruines, je trouve que tu as encore une fois, comme d'habitude, virgule, excessif, mon cher Jalel. Merci, Je t'en prie. Amine. C'est parce que je t'aime que je te parle comme ça. Reda, Ouais. moi je voulais qu'on parle aussi du sujet que tu as proposé, puisque maintenant vous proposez des sujets et j'ai la gentillesse de les accepter. J'ai la gentillesse de les accepter en toute fin d'émission, bien entendu, la Première Ligue. Effectivement, ce championnat, moi, mais franchement, contrairement à tous les autres, mais chaque week-end, on a une affiche. Chaque week-end, on a du suspense. Il y a mieux Maintenant, que on ça. commence même à voir. C'est que tu peux te régaler même sans affiche. Voilà, ça, tu peux exactement. tomber Et même au sans hasard affiche. sur, Exactement. un quart d'affiche et tu Ouais. te régales quand même. Bon, heureusement que Fred Hermel n'est pas là, sinon il aurait une crise de nerfs. Moi, je ne suis pas là pour faire de la comparaison des Non, mais si on compare, championnats. ouais, non, on mais compare, il est clair qu'on a longtemps parlé de Big Four, qui étaient à l'époque Ouais. les quatre gros clubs, donc Chelsea, Liverpool, United et Arsenal, qui aujourd'hui est très, évidemment, ouais. il faut rajouter City et on Tottenham. pourra rajouter Tottenham. Voilà. Donc on peut parler d'un Big Six, ce qui veut dire que chaque semaine, effectivement, tu as des grosses affiches et que c'est un championnat très disputé et qu'aujourd'hui, avec 4 points d'avance, Liverpool a très peu de certitude sur la fin du championnat, parce que ce n'est pas beaucoup 4 points d'avance, et que tous les matchs vont être compliqués. Et que le départ de Mourinho a même encore plus rajouté du spectacle, vu que maintenant United, avec le sourire, commence à aller de l'avant et donner avec un Pogba retrouvé des 6 victoires dans les 6 derniers matchs. Pogba, Voilà. il faut te retrouver 100 millions en valeur marchande. C'est pas tant Et, lui qu'on l'a et retrouvé. donc, tu as c'est des Pogba qu'on l'a équipes qui retrouvé. traditionnellement proposent du beau jeu. Je pense à City, qui est toujours très léché, Liverpool, très explosif. United, retrouvé dans le sourire. Tottenham, qui, depuis que Pochettino est là, a une vraie identité de jeu. Bon, bref, on se régale. Ouais, on se régale. le Tottenham qui va certainement souffrir les 2 prochains mois de l'absence
de son buteur Harry Kane blessé. Moi, j'ai Ligament, aimé aussi, et j'aimerais bien t'en parler parce que tu adores le Liverpool comme moi, c'est de génération. Lui, il est encore beaucoup plus jeune. Il s'est inventé un amour pour Liverpool que je découvre. Mais non, Ça fait des années que je le connais. Alors, Bienvenue. Ah, tu sais, les néo-convertis qui te disent ouais, moi je suis comme ça depuis 25 ans. Donc, Le gars, il n'a pas encore un an. la déclaration- C'était qui l'entraîneur de Liverpool avant club? avant, mais je peux te citer tous les entraîneurs de Liverpool de Tu l'as pas cité 1975 pour à l'instant. aujourd'hui. Ouais, d'accord. OK. Ok. Donc, Ah, t'as rien avant club, rapidement, rapidement. parce qu'il ne reste pas beaucoup de minutes. pas Il dire. dit, alors, parce que Liverpool, c'est le football spectacle, c'est les buts et tout. Et là, la dernière sortie J'ai adoré cette sortie. de Je l'ai adoré. Jürgen Klopp, après une victoire, mais laborieuse, Poussive. contre Brighton. contre Brighton 1-0. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, bah, c'est nous, le on match n'est pas les le plus Harlem. maîtrisé. Voilà. Nous, on n'est pas les Harlem. Ouais. Nous, on est là pour gagner. Et ça fait combien d'années là? Le dernier titre, c'est en 90 ou 90. 91 pour 90 pour Liverpool. Et il leur dit l'année dernière, on a enchanté la planète, on a gagné 0, on n'a rien Oui. gagné. Bah, Eh c'est ben, l'allemand, c'est c'est tout à l'allemand. fait. Non, C'est un Allemand, c'est- non, voilà, non, une c'est rigueur pas. allemande. Non, c'est quelqu'un qui a un gros. Très pragmatique. Oui, il est pragmatique, mais il a aussi un discours sur le supporter, il a un discours sur l'émotion, il a un discours sur l'intensité, sur les souvenirs, ce qu'on partage dans un stade. Non, non, c'est pas du tout un robot. Par contre, là où il a raison, c'est qu'effectivement, Liverpool, c'est exactement le genre de match qu'il ne gagnait pas l'année dernière. Voilà. Ouais. L'année dernière, je vais te rappeler quand même qu'ils ont tapé tous les gros. Ils ont collé des roustes à toutes les équipes qui a fini City champion. a les retours, Voilà. ouais. Et c'est ce genre de match où tu es moins bien qui te fait croire dans les chances de titre de cette année. Pourquoi? Parce que c'est le genre de match qui parcourt le jalon d'une saison de champion. C'est-à-dire le jour où tu n'es pas bien, eh ben, au lieu de prendre 1 point ou 0 point, ben, tu en prends 3, en n'étant pas très bon, avec un penalty ramené par Salah qui transforme lui-même, et avec un match où finalement tu trembles très peu, tu le maîtrises, tu n'es pas génial, et tu arrives à faire un boulot, j'ai envie de dire, propre, alors que tu n'es pas dans un grand état de forme. Et c'est ce genre de match qui leur a manqué, parce que il n'y a pas que l'année dernière, hein. On peut parler aussi de l'année de la glissade de Gérard, Ouais. on peut parler c'est quand même des gens qui n'ont pas eu de titre avec Suarez. Alors Donc, bref. Liverpool- En résumé, je comprends tout à fait ce que veut dire Klopp, dans le sens où il y a des moments où tu n'es pas bien, et ben ces jours-là, quand tu arrives à prendre 3 points, c'est très bon. Alors, une phrase. c'est fini. D'accord. Mais par contre, tu peux revenir la semaine Non, mais prochaine. Et je remarque, ça fait deux. Alors, 20 secondes. Non, 20 mais très secondes. rapidement, je crie à la censure. Parce qu'en tout à l'heure, par rapport à l'Afrique, où tu ne vas pas laisser Dit-il dire à la télé. à quel point j'avais tort sur les clubs africains qui ont périclité. Et maintenant encore, donc je crie haut et fort à la censure. Et c'est un scandale, monsieur Géraud. Tu veux que je te cite les Non, noms non, de je vais quelques réciter. entraîneurs On a fini, qui ont on a dirigé fini. Liverpool? Oh, bah, t'as été les Kenny chercher sur Legg. ton iPad. Non, juste J'ai un pas dernier cherché. mot. Tu vas pas nous la faire à nous, hein. Non, non, Rapidement. Mais, C'est la fin. La phrase que je voulais dire par rapport à l'Angleterre, il faut juste rappeler aussi. C'est la fin de cette édition, les amis. Je te censure. C'est la fin de cette édition, Les Amine. meilleurs entraîneurs, les meilleurs joueurs. qui Amine, viennent c'est la de plus en fin. plus. C'est la fin de Donc, ça cette fait un bon édition. championnat. Et tu reviendras la semaine prochaine pour nous Spécial expliquer première ligue. C'est pas dit. tout ça. C'est la fin de cette édition du club. Merci Amine, merci à toi. Reda, merci à Drist et à toute l'équipe. On va se Bye bye. retrouver, bien entendu, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission que vous adorez. Club. Ciao.